Bonjour Erin, comment vas-tu? Ça va, merci, et toi? Ça va très très bien. Je suis très très content d'être ici. Est-ce que tu pourrais te présenter pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas, ceux qui ne sont pas souvent sur Instagram ou LinkedIn, et nous dire où est-ce qu'on est ici et à peu près te présenter quoi? Yes, donc bonjour à tous. Je m'appelle Erin Koné, j'ai 21 ans, je suis entrepreneur. J'ai l'entreprise Kouman Arroratoire, qui est un cabinet de conseil en gestion d'image. On fait des stratégies de communication pour les gens qui sont un peu publics, les influenceurs, les chefs d'entreprise, les personnalités politiques. Et puis j'ai une entreprise qui s'appelle Génération Déclassée. C'est une communauté de personnes qui veulent briser le plafond de verre. Donc c'est une entreprise à impact social où le but est tout simplement de donner toutes les clés et les outils aux personnes pour qu'elles puissent avancer dans leur carrière personnelle, professionnelle et tout ce qui s'en fait. C'est très très bien, très très bien. La première fois que je t'ai rencontré, il y a quelque chose qui m'a intrigué chez toi. En fait, tu l'as pas dit là dans ta présentation, c'est que tu as 21 ans. Ouais. Et à 21 ans, beaucoup de gens ne se lancent pas dans l'entrepreneuriat. Et c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué la première fois qu'on s'est rencontrés. Mais on va y arriver. J'aimerais comprendre d'où tu viens. Comment tu as grandi? Qui est Erin quand elle était petite? Comment elle était? Alors, j'ai toujours été une papato, mes amis ne voient rien. Donc, Erin, c'était une personne très très bavarde, extravertie, qui aimait beaucoup s'exprimer, beaucoup participer, beaucoup se mettre en avant et tout ce qui s'ensuit. Après, comme j'aime le dire, hein, toute personne qui me suit de toutes les manières le sait, j'ai une phrase pour résumer un peu mon histoire. Je suis née pauvre dans des quartiers aisés. Ça veut dire tout simplement que je suis née à Neuilly-sur-Seine, j'ai grandi à Courbevoie, avec des personnes très aisées. Pour les personnes qui connaissent pas ces quartiers, c'est en France. Et en fait, moi je n'étais pas du tout simplement. Donc j'ai grandi au milieu des riches sans l'être. Et ça m'a permis finalement d'expérimenter deux choses, la pauvreté et la richesse. D'être dans les deux mondes et de voir qu'est-ce qui se passait dans les deux. Donc voilà un petit peu l'historique de manière brève. D'accord, d'accord. Donc tu as grandi. Mais est-ce que, tu sais, quand je suis arrivé en France, en école d'ingénieur, si c'est une parenthèse, je rencontre un ami qui vient d'Assy. Et on va avoir une discussion, avec le temps, hein, on va avoir une discussion franche, sérieuse. Et je veux lui dire, c'est un très bon ami, moi je veux lui dire, écoute Oliver, nous on a un problème avec, en venant d'Afrique, on ne comprend pas comment se fait-il que des gens qui viennent des cités ne soient pas dans des écoles d'ingénieurs, malgré qu'ils aient eu un cadre. Que nous on pensait que voilà, c'est un cadre dans lequel ils ont grandi. Et lui il me dit, Ariel, nous aussi on a un problème avec vous. Vous pensez pas à comment nous on a grandi, ce qu'on nous a mis dans la tête et comment on nous a orientés quand on a commencé à aller à l'école. Et que moi je suis dans une école d'ingénieur aujourd'hui parce que ma mère s'est battue, parce que mon frère s'est battu pour que je sois dans une école. Depuis que je suis petit, on me destinait à un boulot de plomberie, tout ça en fait. Quoi que ce soit de beaux boulots, hein, mais... Et là, en fait, j'ai pris conscience de la chose. Est-ce que quelque part, quand tu es en France, quand tu dis je suis né pauvre dans les quartiers riches, est-ce que quelque part, quand tu es dans les quartiers comme ça, tu bénéficies pas aussi du système qui est de l'éducation de ce système-là, dans cette zone-là, par rapport à quelqu'un qui est en cité, par exemple? Est-ce qu'il y a une différence? Est-ce que toi, tu as été confronté à ça? Oui. Non, je vais pas le nier. Le fait d'avoir grandi dans des quartiers riches m'a permis de bénéficier de la même éducation qu'eux. On avait les mêmes profs, on était dans les mêmes écoles. Donc évidemment, j'ai pas grandi comme quelqu'un qui est en cité, j'ai pas grandi comme quelqu'un qui est en banlieue, etc. Ça, c'est indéniable et il faut le dire. En matière d'éducation, j'ai bénéficié d'une bonne éducation. Après, j'étais pas dans les écoles privées ou quoi que ce soit, non, pas du tout. J'étais vraiment dans le public. Mais le public dans un quartier aisé, c'est un bon public. C'est ce que je voulais savoir en fait. Est-ce que ça permet pas d'avoir une base, tu vois? Parce que, encore une fois, je suivais une émission de Will Russell, il s'appelle Will Russell. Il avait reçu Fabrice Eboué, il a un podcast sur YouTube. Et c'est un ancien rappeur qui invite des gens et qui à la table. Et Fabrice Eboué, il disait que lui, il a grandi à Nogent, mais il avait des amis dans des banlieues avec qui il traînait. Et en fait, il avait ce côté-là avec ses amis. Et ce qu'il a sauvé, c'est la base qu'il a reçue dans les quartiers. Et je me suis dit, est-ce que quand toi, est-ce que tu as été confronté à quelqu'un qui est déjà sorti de ces quartiers et tu as remarqué qu'il y a une différence dans l'éducation que vous recevez entre les deux? En fait, moi, le jour où la différence entre les personnes des quartiers et les personnes qui n'ont pas grandi en quartier m'a frappé, c'est le jour où j'ai revu mes cousins-cousines avec lesquels j'ai grandi. Donc, il faut savoir que moi, j'avais l'habitude de passer mes étés, mes vacances, voilà, toutes mes vacances, mes week-ends, etc. en banlieue, avec plusieurs cousins-cousines. On s'entendait super bien, on a grandi ensemble, on se voyait toutes les semaines.
Après, quand on a grandi, on a arrêté d'aller les uns chez les autres, etc. Et puis, il y a peut-être 2 ans, je les ai tous revus. Parce qu'il y avait une fête dans ce côté-là de la famille. Et quand je les ai revus, bah, naturellement, je demande, parce qu'on avait à peu près le même âge, tu vois. Donc, je demande, bah, vous faites quoi maintenant? Tu fais quelle étude? Et en fait, j'ai été très étonnée d'apprendre qu'ils étaient tous déscolarisés. Et je me suis dit, mais attends, moi je suis là avec mes amis, on a des discussions de t'es dans quelle étude, tu vas vers quoi, tu vas choisir quel master, etc. Et là-bas, en fait, c'est une non-discussion. Personne n'est en études. Et donc, j'apprends que t'en as une qui a arrêté les études. J'apprends que t'en as un autre qui travaille en tant que livreur. Donc, je me rends compte que finalement, ils ont pour la plupart les métiers précaires, en fait. Tous ces métiers-là que on se disait qu'on n'allait pas forcément faire parce qu'on avait une volonté de réussir pour faire autre chose, etc. Et ça m'a choquée parce que c'était des gens avec qui j'avais grandi. Et je me suis dit, mais attends, à quel moment nos chemins se sont séparés? Comment ça se fait que moi, aujourd'hui, je suis toujours en cours? Parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis toujours étudiante. Comment ça se fait que moi, je suis toujours en cours et vous, vous avez tous arrêté? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais après, moi, j'ai été en filière économique et sociale. J'ai fait un bac ES. Et en ES, on avait une matière qui s'appelait SES, sciences économiques et sociales. D'accord. Et en SES, j'ai vu une matière qui s'appelle la sociologie. Donc la sociologie, c'est l'étude des comportements sociétaux, on va dire ça comme ça de manière générale. Et lors d'un cours sur les inégalités sociales, on expliquait qu'on était socialement déterminés à reproduire nos schémas familiaux. D'accord. Et qu'un enfant de pauvre allait nécessairement être pauvre et qu'un enfant de riche allait nécessairement rester riche. Et moi, ça m'a choquée. Parce que je me dis, ah mais non, moi je vais pas rester comme ça. Ça, ce n'est pas possible. Ça, vous, peut-être pas moi. Mais en fait, ce jour-là, alors que moi, j'avais toujours mis dans ma tête que j'allais faire mentir mon déterminisme social et que dans tous les cas, j'allais pas reproduire et que j'allais me donner les moyens de pas reproduire, bah, je me suis rendu compte que des personnes de ma famille avaient reproduit. Et tu vois, ce truc où tu te dis que on a beau avoir grandi ensemble, on a fait des choix différents, ça m'a choquée. Ça m'a choquée parce que je me suis dit, ah ouais, tout a changé en fait. Pourquoi tu voulais pas venir d'une famille pauvre et reproduire le même schéma? Pourquoi? Qui aime la pauvreté? Non mais, allez, appelons un chat un chat. Et qui aime manquer d'argent? Qui aime compter ses sous? On est en période d'inflation, en ce moment les gens pleurent. Qui aime pleurer? Ouais, c'est clair. Moi, dans l'inflation, je veux être la personne qui saisit toutes les opportunités. Je veux me dire, ah, c'est génial, ils sont tous en train de péter un câble, je vais placer tous mes investissements. Moi, c'est la posture que je veux. On est dans une société capitaliste. Il y a des gens qui choisissent de combattre les systèmes. Moi, je suis du point de vue que ça sert à rien de combattre le système parce que le système, il est rodé, il est fait par des puissants, etc. Si tu veux combattre le système, il faut être à la tête du système. Ouais. Tu vois? Sinon, il va te broyer le système. Donc, malheureusement, on vit dans une société où il y a des dominants et des dominés. J'ai tout simplement fait le choix de passer du côté des dominants. Non mais, appelons un chat un chat. Tu sais, les gens, ils aiment pas assumer leur soif de pouvoir ou bien ils aiment pas assumer le fait qu'ils veulent des responsabilités, le fait qu'ils veulent de l'argent. Moi, je le dis, je veux de l'argent et je l'assume. Un génie qui est pas content, mais qu'il se contente de son portefeuille. Moi, j'adore ça. Mais tu as des gens qui vont te dire, oui, mais Erin, il n'y a pas que l'argent dans la vie, il y a le bonheur, l'argent ne fait pas le bonheur. Tu connais ces phrases-là? Oui. Ben écoutez, s'ils se sentent heureux, c'est parfait. Non, en réalité, bien évidemment que l'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue, vous le savez très bien. Et puis, au-delà de ça, je ne suis absolument pas drainée par l'argent, je suis drainée par ma mission de vie. Ma mission de vie, c'est d'avoir un impact. C'est de laisser une trace sur cette terre. Et forcément, plus tu as d'impact, plus tu as d'argent. C'est une condition sine qua non. Mais c'est pas l'argent que je regarde pour faire quelque chose, c'est l'impact que je regarde et il va me donner de l'argent. Parce que l'argent est une conséquence de l'impact que tu crées sur cette terre. Évidemment. Clair. Ok. Mais est-ce que quelque part, le fait d'avoir grandi dans un quartier où il y avait des riches, tu t'es pas dit, ah, j'aimerais avoir ce qu'ils ont aussi? Ah si, ça n'a pas nourri ça Totalement, parce que tu comprends qu'il y a une autre réalité qui existe. Et c'est en ça que les personnes qui grandissent en banlieue, etc., souvent, puisque, en fait, c'est naturel, hein, sociologiquement parlant, on vit entre nous. On vit entre nous, donc on connaît rarement ce qui se passe à l'extérieur. Les riches vivent entre riches, les pauvres vivent entre pauvres. Maintenant, moi, j'étais une pauvre au milieu des riches, donc j'ai pu voir
qu'il y avait autre chose qui existait. Et à partir du moment où tu sais que quelque chose d'autre existe, tu peux commencer à songer à vouloir meilleur pour ta vie. Mais c'est normal en fait. Quand tu sais pas qu'il y a quelque chose de mieux qui existe, bah, que tu restes dans ta condition et que tu la reproduises, parce que tu ne reproduis que ce que tu connais. Tu peux pas faire quelque chose que tu connais pas. C'est clair. Et les gens ils me diront non mais attends, tu minimises les gens de banlieue. Bien sûr qu'ils savent qu'il y a des gens qui ont de l'argent. C'est pas la question, c'est pas de savoir qu'il y a des gens qui ont de l'argent. On le sait tous. Il y a des riches, il y a des pauvres dans ce monde, c'est un fait. Mais comment ils vivent? Quel est leur style de vie? Quels sont leurs standards de vie? Quels sont leurs comportements? Quelle est leur manière de s'exprimer? Où ils vont à l'école? Où ils inscrivent les enfants à l'école? Qu'est-ce qu'ils font? Ouais. Quel est leur mindset? Quelle est leur manière de penser? C'est autre chose en fait, qui va au-delà de juste se dire que oui, ils sont riches. Oui, c'est trop réducteur de mettre ça comme ça. Ouais, je suis d'accord. Et puis quelque part, moi je dis, quand tu rejettes la richesse, c'est que tu t'autorises même pas à être riche en réalité. Cette façon de dire oui, eux les riches. Toi-même, tu t'autorises pas à être riche. Tant que tu vas le rejeter de loin comme ça, là, c'est pas bien évidemment. Ok, super. Mais non, quand on vient, tu as 21 ans, on vient de comprendre que tu vas encore à l'école, tu es à l'université, mais tu as 2 entreprises. Déjà à 21 ans, très peu de gens ouvrent leurs entreprises. Mais toi, en plus d'être à l'université, tu en ouvres 2. Ouais. Pourquoi? Non mais moi j'aime beaucoup me chercher des problèmes dans la vie, hein. Je ne vous conseille pas de faire comme moi. Pourquoi? Parce que en fait je suis quelqu'un, tu sais, j'ai besoin d'être stimulée, de faire plein de choses, d'être à droite, à gauche, etc. D'ailleurs c'est mon focus du moment là, de me recentrer, me concentrer, etc. Donc j'ai diminué certaines activités. À un moment j'avais même 3 entreprises, donc je me suis j'ai quitté en fait une entreprise que j'avais cofondée, parce qu'au bout d'un moment là, ça devenait de la folie. Clairement ça devenait de la folie. Mais je sais pas, je pourrais pas te dire pourquoi. Moi, je vais au gré de mes envies. Quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais. Je me pose pas 10 000 questions en fait. C'est-à-dire que si dans le moment je me dis que j'ai envie de lancer une boîte, je la lance. Et puis après, on regarde ce que ça donne. C'est aussi simple que ça. Je me pose pas trop de questions, et c'est justement parce que je me pose pas de questions que je me rends pas compte de tout ce que je fais. Parce que je pense que si je me posais trop de questions, que je m'asseyais, que je réfléchissais en me disant oui, mais 2, ça fait trop, en plus tu vas à l'école, je ne ferais rien et j'abandonnerais tout. D'accord. Mais pourquoi génération déclassée? Ce terme me parle beaucoup. Pourquoi tu as choisi ça? Ah, ça, franchement, je pense que moi-même, je sais pas d'où ça me vient. Bon, ça dépend sur en quoi on croit, mais je pense que ça, c'était divin, le nom, le terme. Parce que génération déclassée, qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, c'est le nom de ma 2e entreprise, c'est le nom de mon podcast. Parce que avant d'être une entreprise, c'était un podcast, et puis après, je me suis dit, je vais donner ce nom même à l'entreprise. Génération déclassée, c'est un terme que j'ai décidé de donner parce que dans le langage de la rue, dans le langage courant, une personne, quand on dit c'est déclassé, ça veut dire que c'est chic, c'est bien. Quand tu dis ah, c'est déclassé et tout. Par exemple, quelqu'un il vient, il est bien habillé, tu dis ah, déclassé. Voilà. C'est pour dire déjà que c'est quelque chose d'intéressant. Maintenant, déclassé, c'est-à-dire la génération des personnes qui sont classées. Parce que comme je vous l'expliquais, sociologiquement parlant, on dit qu'on va reproduire les schémas de nos parents. Donc on nous met dans des cases, on nous classe, les riches, les pauvres, la classe moyenne, etc. Donc la génération des personnes classées. Et ensuite, la 3e signification de déclassé, c'était tout simplement dans le sens être au bas de l'échelle. Parce qu'en sociologie, quand tu fais moins bien que tes parents, on parle de déclassement social. C'est-à-dire on dit que tu as baissé en classe sociale. Mais donc si tu es déclassé, ça veut dire que vraiment tu es en bas en fait dans la hiérarchie sociale. Donc c'est tout simplement ces 3 significations-là qui sont dans le nom de... Excellent, je ne m'attendais pas à une aussi belle signification. Pour le coup, j'étais vraiment bluffé par le nom de l'entreprise Génération Déclassée. J'ai adoré, j'ai kiffé. Et pourquoi Comment Opératoire? Comment? Je pense que c'est ivoirien, comment c'est ça? Ouais, c'est en malinqué, Bon, d'autres disent Bambara, Djula, tout ça. Ça veut dire parler. Donc parler à oratoire. Comment tu ne veux pas comprendre? C'est ça, on te parle, tu ne veux pas comprendre. C'est ça. D'accord. Pourquoi l'art oratoire? Alors, l'art oratoire, parce que c'était quelque chose que je maîtrisais. Bon, comme vous pouvez le constater, je suis assez dynamique, je m'exprime bien. Non, c'est vrai. Je m'exprime bien, etc. Et je me suis toujours bien exprimée. J'ai parlé très vite, très tôt, très jeune, etc. J'ai la bouche, tout le monde le sait. Et en fait, j'ai découvert l'éloquence lorsque j'avais 17 ans. Ensuite, j'ai fait des concours d'éloquence. J'en ai gagné un. Ça m'a permis de représenter mon université lorsque j'étais en première année, d'aller en finale régionale, on va dire ça comme ça. Et
bah, tout le monde me disait que j'étais forte en fait. Les gens me disaient, ah ouais, non, les discours, tout ça, tu sais vraiment faire. Et puis, bah, à cette période-là, j'avais envie de lancer un business. Je découvre Investir au pays, Philippe Simo. Et je me dis, bon, bah, on va lancer dans un business dans ça, quoi. Les gens te disent que tu parles bien, tu aimes parler, tu sais que tu peux expliquer aux gens comment faire. Et surtout, il y a quelque chose que je comprenais pas. C'est pourquoi les gens avaient peur de s'exprimer. Tu vois, moi en classe, je comprenais pas comment le prof peut poser la question, le prof peut poser une question, tu as la réponse, et puis tu lèves pas la main. Je comprenais pas. Et puis ils sont là, non, je veux pas dire. Toi, faut dire, hey, mais t'as la réponse, donne-la. Je comprenais pas. Et après, bah, en grandissant, tu comprends qu'il y en a qui n'ont pas confiance en eux, que voilà, c'est plus difficile pour certains, tu fais de plein de choses, et que en fait, ce qui est évident et simple pour toi ne l'est pas forcément pour les autres. Mais tu penses que ça devient ce côté, tu vois, ce côté, j'ai envie de faire, je le fais. Tu penses que ça devient comme ça? Tes parents? Ouais, parce que ma mère, elle m'a toujours dit, fais ce que tu veux, mais sois la meilleure dans ce que tu fais. Et mes parents, de manière générale, c'est pas des gens qui ont fait des choix à ma place. En fait, j'ai toujours été très libre dans mes choix, que ce soit les études ou quoi. C'est vrai que souvent, dans certaines familles africaines, tu sais, il y a une forme de pression de non, tu dois être ingénieur, tu dois être prof, tu dois être ci, ça. Moi, pas du tout. Mes parents me disaient, bah, tu fais ce que tu veux. Donc, bon, avant, je leur en voulais, parce que je me disais, mais vous m'aidez pas, vous m'orientez pas, je sais pas où aller, je sais pas quoi faire, etc. Mais la vérité, c'est que ça m'a forgé, que ça m'a appris à prendre des décisions pour ma vie en m'écoutant et en écoutant mon intuition. Après, c'est toujours difficile quand t'es parent, en fait. T'es en mode, est-ce que je drive mon enfant ou est-ce que je le laisse faire aussi, tu vois? Parce que tu aurais pu faire des mauvais choix finalement, tu vois. Ouais. Mais en fait, quelque part, je pense ils avaient assez confiance en toi, ils se sont dit, elle en a, elle va aller bien loin. Je pense qu'il y a ce côté quand même. Il y a de ça aussi, certainement. Mais c'était comment pour toi de grandir dans les milieux comme ça avec tes parents, pour le coup? Toi, tu le ressentais ou pas du tout même? Alors oui et non. Ok. C'est-à-dire que d'un côté, nous on vivait dans un studio de 12 mètres carrés avec 8 mètres carrés de surface habitable. D'un côté, tu sais que tout le monde ne vit pas comme ça. Mais de l'autre, c'est ta normalité en fait. Ouais. Enfin pour toi c'est normal, donc ça t'étonne même pas, tu vois. Ça t'étonne même pas. Mais c'est vrai que quand j'allais chez mes amis et que je voyais que moi mes parents refusaient que mes amis viennent chez moi, ça me frustrait. Et je comprenais pas en fait. Et ma mère me dit, mais Erin, on peut pas faire venir les gens ici en fait. Et moi je comprenais pas. Bah ok, c'est petit, d'accord. Mais ça fait quoi? Tu vois, c'est un truc que j'avais du mal à comprendre. Et c'est plus la question de l'appartement qui me frustrait. Sinon, c'est pas quelque chose que je ressentais nécessairement dans les vêtements ou quoi, parce que mes parents faisaient les sacrifices nécessaires pour que j'ai ce que je veux. Tu vois, genre, quand c'était la mode de la DS, j'ai eu une DS. Pourtant, c'était pas facile pour eux, mais ils faisaient en sorte de pouvoir me l'offrir, tu vois. Donc, d'un point de vue matériel, je te dirais qu'il n'y a pas trop de ressemblance. Même si tu regardes mes photos enfants avec mes camarades de classe, enfin voilà quoi, on est tous les mêmes. Mais moi, c'était vraiment au niveau du logement que je le ressentais. D'accord, d'accord. Mais du coup, tu décides de créer des entreprises. On revient, je suis reparti dans ton enfance, mais on revient un peu sur l'entrepreneuriat. Tu rencontres Philippe, tu te dis je vais créer une entreprise. Mais pourquoi tu commences à créer du contenu? Pourquoi tu deviens quelqu'un qui crée du contenu sur Internet en fait? Comment tu as cette idée, tu vois? Il y a des gens qui ne savent même pas que c'est une activité très sérieuse, création de contenu aujourd'hui. Tu vois, les gens ne prennent même pas, ils se rendent même pas compte de ce que c'est, ce que ça a comme potentiel, la création de contenu. Comment ça te vient l'idée de faire ça? Déjà, faut savoir que moi, j'ai pas attendu d'avoir une entreprise pour créer du contenu parce que je suis sur les réseaux depuis 2012. Ouais, depuis 2012. Non, peut-être pas 2012, 2014. 2014. Bon, un peu entre 2012 et 2014. J'ai eu un compte Vine. Après Vine, je suis allée sur Facebook. Après Facebook, je suis arrivée sur YouTube. Et j'étais connue sous le pseudonyme de Whoopi Riri. Donc moi, je faisais des vlogs en Côte d'Ivoire. C'est vraiment le concept qui m'a fait vraiment connaître. Et donc, j'avais déjà une communauté quand j'ai lancé mon activité. Donc, factuellement, il y a des gens qui me voient grandir depuis que j'ai 13 ans. Tu vois, pour mes plus anciens abonnés. Donc, la logique de créer du contenu ou pas, c'est quelque chose de très naturel pour moi parce que c'est quelque chose qui me plaît.
avant même que ça devienne quelque chose de professionnalisant, c'était quelque chose que je faisais naturellement. Donc je me suis jamais assise pour me dire, bon, comme je veux lancer un business, il faut que je crée du contenu. Non, je crée déjà du contenu avant en fait. D'accord. Mais du coup, là, tu l'as orienté dans ton business. Donc, tu t'es pas demandé comment je le fais pour orienter ça dans mon business Moi, je vis de mon personal branding. Ça veut dire que ce qui fait vivre mes entreprises, c'est mon nom, c'est mon image. On vient chez Erin Coney en fait. C'est vrai qu'elle a la génération déclassée, c'est vrai qu'elle a pour moi un avocatoire, mais en vrai, c'est parce que c'est Erin. D'accord. Tu vois. Et. Comment tu as pris conscience de ça, justement? Personal branding. Tu cites un thème comme ça que des gens peut-être ne connaissent même pas, tu vois. Ouais. Le personal branding, c'est ce que je fais au sein de Kuma Laboratoire, c'est l'image de marque personnelle. Une marque, elle a une image. Quand je te dis McDo, tu penses à quelle couleur? Du vert. Ok, vert, il y en a qui vont dire rouge, jaune. Ouais. Voilà. Si je te dis Nike. Nike. Je suis pas vraiment Nike, hein. On va dire rouge. Tu penses au rouge pour Nike? Ouais. Du blanc. La plupart des gens ils vont dire noir-blanc. Hein. Noir-blanc, ouais. Noir-blanc, etc. La chose Nike que j'ai, elle est noir-blanche. Bah voilà. Et donc, c'est ça, tu vois, une marque, elle a une image. Tu vois, les Apple, par exemple, les MacBook, ouais, c'est voilà, ils ont une image qui reflète. Et bah, il y a des gens, leur marque, c'est eux. C'est leur nom, c'est leur personne. Beyoncé, c'est une marque. Ouais. Michael Jordan, c'est une marque. C'est quelqu'un, mais c'est une marque. Bon, alors lui, il a des produits, donc c'est aussi une marque physique. Mais son nom, c'est une... Michael Jackson... ouh là là, j'ai tout mélangé. Michael Jackson, c'est une marque. Ouais. C'est un chanteur, mais il vit de son nom, en fait. De son art, mais de son nom. Enfin, il vivait. Donc, on me demandait beaucoup de conseils. Beaucoup de conseils sur comment se comporter sur les réseaux, etc. Et c'est là où je me suis dit qu'il y a peut-être quelque chose à faire dans ce domaine. D'accord, d'accord. Du coup, toi, aujourd'hui, tu accompagnes des personnes et des entreprises à mettre en avant ce côté, leur image, en fait. Tu travailles sur leur image, de comment ils vont communiquer sur les réseaux. Exactement. Exactement. C'est bien. Mais du coup, tu n'as même pas appris à créer du contenu comme les gens qui veulent se lancer. Toi, tu le faisais déjà et en fait, tu as juste enchaîné. Ouais, j'ai continué. Mais moi, ma particularité, c'est que je documente ma vie. C'est-à-dire sur mes réseaux, c'est ma vie au sens large que je partage. Bien sûr, je vois ça sur Instagram. Et donc, ma vie prend en compte mes entreprises. Mais c'est pas mes entreprises que j'ai documentées de manière spécifique. Non, c'est mon quotidien. Et mon quotidien inclut le fait que je suis entrepreneur, que le début de la semaine, je suis en cours et que l'autre, à la fin de la semaine, je suis ici dans mon bureau. C'est tout ça, en fait. Mais quels sont les challenges des créateurs de contenu aujourd'hui que tu vois, vu que tu n'accompagnes pas mal de gens, des influenceurs, quels sont les challenges que tu vois à peu près que les gens... C'est d'être stratégique et authentique. Les gens manquent beaucoup de stratégie. La différence entre la stratégie et le marketing, c'est que la stratégie, c'est une projection sur le long terme. C'est une projection sur les 10 à 15 prochaines années. Les gens, ils pensent trop au marketing. Qu'est-ce qui est à la mode en ce moment? Qu'est-ce qu'on peut faire là tout de suite? Je sors quoi? Je fais quel post? Quel reels? Etc. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut que tu aies une vision et par rapport à la vision, on aligne ton contenu. Donc ça, c'est de 1. Et de 2, comme je l'ai dit, c'est l'authenticité. Pourquoi l'authenticité me semble importante? Tout simplement parce que quand tu n'es pas toi-même, ça ne marche pas. Ton contenu ne pètera jamais tant que tu n'es pas aligné avec toi-même. Ça, c'est même une loi universelle. Hein. Donc, voilà. T'es pas aligné, ça marche pas. Forcément. Ok, je vois. C'est pas mal. J'ai vu aussi que tu es allé en Afrique. Ouais. Tu as donné une conférence en Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, du coup. C'était comment l'expérience? Oh, c'était génial. Je l'ai fait plusieurs fois. Parce que moi, je veux vivre à Abidjan. Je suis d'origine ivoirienne. C'est vrai que je ne l'ai pas dit à nos auditeurs, mais maintenant vous le savez. Donc, je suis d'origine ivoirienne et j'ai toujours dit que je voulais vivre en Côte d'Ivoire depuis que je suis petite. Hein. Moi, je n'ai pas attendu la vibe Afrique ou quoi. Depuis que j'ai 7 ans, 7 ans, c'était mon premier voyage en Côte d'Ivoire. La première fois que je suis allée, j'ai dit, moi, je vais vivre ici. Bon, au début, tu sais, on ne prend pas trop au sérieux. Enfin, on se dit, c'est une enfant. Comme elle a aimé ses vacances. Est-ce qu'elle va aimer la vie de tous les jours? Et donc, j'ai voulu me tester sur la vie de tous les jours. En 2021, je suis partie 3 mois toute seule à Abidjan. Et je me suis dit, je vais vraiment expérimenter en mode vie quotidienne. J'avais mon studio, j'étais dans un quartier populaire. Et je faisais tout moi-même, je payais mes factures, etc. Pendant Ils n'étaient pas inquiets, tes parents? Si. Ils n'étaient pas trop chauds. Ok. Ouais, ils n'étaient pas trop chauds au départ. Ils voulaient que j'aille chez ma famille. Pas que j'aille toute seule dans un appart et tout. Mais moi, j'avais vraiment besoin de faire cette expérience pour savoir si je peux y vivre. Parce que chez ma famille, c'est pas représentatif de ma vie en Côte d'Ivoire si je décide de venir. En plus, ils vont être très protecteurs. Ouais, c'est ça.
Et tu sais, les parents, comme ils y vivent plus, ils ont un regard très apeuré de leur pays d'origine. Ils sont déconnectés et donc ils voient tout en danger parce que comme ils y sont plus, ils savent plus ce qui se passe, donc ils ont peur de tout. Et mes parents m'avaient mis en garde sur énormément de choses et en fait je me suis sentie très safe. Je rentrais très tard en taxi le soir toute seule, le truc que tout le monde te déconseille à Abidjan, il m'est rien arrivé. On m'avait mis en alerte sur les chauffeurs de taxi, attention et tout, on peut t'enlever. Il m'est rien arrivé. Bon, après, il peut t'arriver des trucs, mais en fait, comme à Paris, en prenant un Uber, tu vois, je peux monter dans un Uber à Paris, on m'agresse. Bon, Paris, Abidjan, Lomé, Accra, voilà quoi, c'est pareil, c'est pareil. Et donc, ouais, je me suis un peu égarée de ta question. Comment c'était l'expérience du coup? Parce que là, tu étais là pour donner une conférence. Et là, tu nous expliquais pour le coup que tu as pu vivre à Abidjan et tout. Ouais, donc j'ai pu vivre à Abidjan et donc j'y suis allée aussi pour des projets pro. Donc j'avais fait la première conférence de Kouman à Oratoire, donc qui était une masterclass sur la prise de parole. C'était génial, on a fait sold out, 30 personnes qui sont venues. D'ailleurs, il y a un gros cliché que les Ivoiriens / Africains n'aiment pas tout ce qui est intellectuel. Bon, moi, les gens sont venus, ils ont kiffé et je me suis rendu compte qu'il y avait un public cible et un marché. Donc ensuite, avec Imran Jirasouba, on s'est associés pour créer Golden Impact, donc, qui est une entreprise qui a pour vocation de faire plein de choses, dont des grandes conférences en Côte d'Ivoire, pour valoriser l'entrepreneuriat chez les jeunes. Et donc on a fait ça, on a fait 3 éditions ensemble, 2 à Abidjan, 1 à Paris. C'était génial, on a fait les choses en grand, on a fait les choses bien, ça a été médiatisé, c'est passé à la télé, c'est passé dans les journaux. On a fait venir Fabrice Sawignon, qui est un des plus grands entrepreneurs du pays, qui a donné une conférence. Donc voilà, on s'est beaucoup investi dedans. Donc après, c'est un projet duquel je me suis retirée, parce que c'est vrai que ça commence à faire beaucoup de projets dans ma vie. Mais ça a été génialissime, j'ai adoré. D'accord, du coup, tu as vu quand même qu'il y a un marché là-bas, il y a une demande qui existe. Mais moi, l'idée, puisque je suis assez smart en fait, c'est que je me suis dit, il faut que, si je veux vivre ici, il faut que je commence à poser mes pions, entre guillemets, c'est-à-dire que je commence à faire savoir au pays que j'existe et ce que je fais. Donc, je sais que, naturellement, lorsque je rentrerai de manière définitive, en vrai, j'aurais déjà préparé le terrain, tu vois. C'est ok. Super. C'est bien, tu prépares déjà le retour. Et tout. Le retour est proche, hein. C'est pas un retour lointain, hein. C'est bientôt. Là. J'attends de finir mon master en fait, dès que le master est fini, je rentre. Ah super, c'est beaucoup plus proche que je pensais. Du coup, tu étudies encore là, ton master, tu le fais encore? Je suis en master 1, entrepreneuriat, management de projet, management des PME. D'accord, super, c'est pas mal. Du coup, là, on rentre dans une phase de l'interview où j'appelle un peu le free flow. Donc, je te donne des termes et tu te dis ce que ça t'évoque. Donc, le premier terme, c'est créativité. Qu'est-ce que ça t'évoque? Ça m'évoque une partie de ma personnalité qui est là sans être là. C'est-à-dire que je suis super créative, mais je sais que j'exploite pas mon plein potentiel à ce niveau-là. Parce que j'ai tendance à me dire que c'est un hobby, quoi. On n'a pas le temps pour ça. On va se concentrer sur d'autres actions. C'est ce que ça m'évoque. D'accord. Jeunesse. Jeunesse, la manière dont les gens me perçoivent. Vraiment, quoi. Comme mais tu vois, tu as 21 ans et tu n'as pas une seule entreprise, tu en as 2. Déjà, et en plus, tu es dans un master en relation. En fait, tu déconstruis tellement de choses. Tu vois, en une seule phrase, c'est beaucoup. Les gens vont te dire, j'étudie, j'ai pas le temps. Non, toi, tu étudies, tu as le temps de créer une entreprise. Non, je peux pas créer une entreprise. À ton âge, en général, les gens, ils sont en train de finir leur master et ensuite, ils cherchent de la boîte dans laquelle ils vont rentrer. Ouais. Et toi, en fait, Non, c'est vrai, moi, je déconstruis beaucoup de choses. Déjà, je suis noire. Je suis une femme, je suis jeune, je suis encore en études. C'est un peu trop pour les gens. Je dis souvent que je choque les gens. Je sais que je choque et ça m'amuse. Parce que, en fait, les gens, tu peux me trouver arrogante en disant ça, mais pour moi, c'est la vérité. C'est-à-dire que parfois, les gens me regardent et je sais qu'ils se disent, mais elle se prend pour qui? Parce que, en fait, je leur montre tellement tout ce qu'ils veulent faire, tout ce qu'ils disent vouloir faire, mais qu'ils ne font pas,
que c'est choquant en fait pour des gens de me voir. Donc je sais que je suis un personnage qui clive, dans le sens où tu m'aimes ou tu me détestes. Mais généralement les gens qui me détestent, c'est pas tant parce que j'ai fait quelque chose de mal, mais c'est parce que je représente tout ce qu'ils n'ont pas réussi à accomplir, ou qu'ils n'ont pas osé accomplir. Et c'est ça en fait. Mais après, moi je le fais pas pour choquer les gens, tu vois. Quand je fais un truc, je me dis pas ouais, je vais faire ça, comme ça les gens ils vont voir que je suis capable de. Non, je le fais pour moi. Mais je m'en rends compte quand je regarde les réactions des gens, quand je vois comment les gens se comportent vis-à-vis de moi et comment ils me décrivent. Mais après, pour moi, comme j'ai toujours dit, j'ai 35 ans d'âge mental. C'est-à-dire, mon corps physique a 21 ans, mais si tu veux, mes amis ont tous la trentaine. Enfin, non, pas tous, parce que c'est pas vrai. mais la plupart de mes amis, mais après, moi, je les appelle grands frères, grandes sœurs, mais en vrai, c'est mes amis. Bah, ils ont la trentaine. Moi, tu les appelles comme ça, comme une africaine, quoi. Là, voilà, parce que bon, vous avez quand même 10 ans de plus que moi, 10, 15 ans, donc ça me fait bizarre de dire que c'est mes potes, mais c'est mes potes en vrai, c'est vraiment mes grands frères, grandes sœurs et tout. Et ouais, genre, je sais que je suis une vieille âme, quoi, c'est tout. D'ailleurs, en fait, on s'est rencontrés à une conférence, et en fait, quand je me suis rendu compte que tu avais 21 ans, je me suis dit, une jeune qui a compris ça, j'aurais bien aimé qu'on pense à 21 ans, être à une conférence assis et pas être en train de faire d'autres choses, toi. J'aurais beaucoup aimé ce côté-là. Moi, c'est ok, ça me parle. Ensuite, féminisme. Je sais pas si, est-ce que ça te parle? C'était de quoi? En fait, tu sais, en vrai, non, c'est même pas ça. C'est que moi, je fais pas trop attention aux femmes. Ça peut paraître bizarre parce que tu vas dire, ouais, je suis une femme, etc. Mais tu vois, il y a des femmes, quand elles lancent un business, c'est pour aider les femmes, pour valoriser la femme. Enfin, il y a beaucoup ce côté où tu veux venir en aide aux femmes. Moi, c'est un sujet que je me suis jamais vraiment posé. Oui, je suis une femme, ça a des avantages, des inconvénients, ça prend en compte plein de choses au sein de la société, etc. Mais c'est pas un truc auquel je pense. C'est-à-dire que, en fait, parce que j'ai remarqué, et c'est aussi ce qui explique pourquoi il y a un peu moins de femmes souvent en entrepreneuriat, dans certains secteurs en particulier, c'est que les femmes, quand elles travaillent, elles se disent « je suis une femme ». Donc, en se disant « je suis une femme », elles se mettent tous les avantages, mais aussi toutes les limites que ça peut engendrer. Alors que moi, quand je vais bosser, je me dis « je suis Erin », tu vois. Et donc, ça fait que, souvent on me dit, mais ça fait quoi d'être une femme qui entreprend? Mais ça fait quoi d'être une jeune femme? Mais je ne sais pas en fait, parce que quand je fais un truc, je me dis pas que je suis une femme. Même si je le sais, et que je suis très contente, voilà. Mais tu vois, je sais pas si j'ai bien réussi à te transmettre. Oui, j'ai compris. Mais en fait, ça rejoint déjà ce que tu disais, quand tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Ça rejoint vraiment ce truc-là où tu te poses pas d'autres questions en fait. Tu te dis pas est-ce que moi, mon côté, machin, tu as envie de faire quelque chose, tu le fais. Du coup, tu te poses pas la question de ta condition elle-même, machin. C'est quand même, une fois j'étais à une formation et puis il y a une dame qui posait la question, mais en tant que femme, comment s'imposer en business? Et la formatrice, elle lui a répondu, mais le business n'a pas de genre. Il n'y a pas d'histoire d'homme-femme en business. Il est que question d'argent. Et j'étais en mode, bah oui, moi à aucun moment je vais me dire, oui, en tant que jeune, en tant que femme, comment je m'impose? Non, je m'impose. Je m'impose parce que c'est de mon plein droit que de m'imposer, surtout lorsque je maîtrise le sujet et que je suis venue défendre ma position et tout ce qui s'ensuit, tu vois. Ouais, je vois. Mais du coup, en fait, pour les femmes qui n'ont pas confiance en elles, tu vois, toi, tu dégages quelque chose. Tu es en mode, tu t'attends pas qu'on te fasse une place. Tu es là, tu fais ta place, tu vois. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller à ces gens-là, par exemple? Parce que là, c'est un sujet. Il y a des gens qui ne se lancent pas juste parce qu'elles se disent je suis femme. Tu vois, elle a posé la question, comment je m'impose? Elle arrive déjà avec l'idée de il faudra que je m'impose, tu vois. Alors que toi, tu arrives, tu dis bah, j'ai ça à faire, et en fait, les gens t'écoutent tout simplement. Il n'y a pas de. Tu ne te poses pas une question avant, quoi. Comment est-ce que quelqu'un qui n'a pas confiance en elle, comment il peut faire? Moi, je dirais un truc tout simple. Et là, je vais regarder la caméra. Mesdames, je m'adresse à vous. Je pense qu'on est venu sur Terre parce qu'on vient accomplir une mission. Sincèrement, je pense vraiment qu'on n'est pas là au hasard et qu'on meurt le jour où notre mission est accomplie. Et selon moi, je pense que dans l'au-delà, on doit rendre des comptes de cette mission qu'on est venu accomplir. Et qu'est-ce que vous aimeriez répondre ce jour-là, ce jour où vous allez vous devoir rendre des comptes? Vous aurez envie de dire bon bah à Dieu ou je sais pas quelle autre entité, hein, appelez ça comme vous voulez,
bah, je ne l'ai pas fait parce que je n'avais pas suffisamment confiance en moi, ou vous aimeriez répondre, bah, je l'ai fait, j'ai accompli ma mission et je suis fière de moi. Et pour moi, c'est très, très, très important que d'accomplir ma mission sur cette terre, de m'accomplir en tant qu'humain, de m'accomplir en tant que, voilà, en tant qu'Erin, en tant que qui je suis. Et je pense qu'il faut regarder au-delà du regard des autres, il faut regarder au niveau de l'accomplissement de soi, de la satisfaction que produit le fait de faire quelque chose qui nous plaît, de réaliser un désir ancré. Parce que on l'a tous déjà expérimenté, quand tu fais quelque chose qui te plaît, tu as de la joie. Et moi, je veux être dans cet état de joie au quotidien. Je veux pas subir ma vie, je veux pas me freiner parce que X ou Y va dire quoi que ce soit. Parce que, tu sais, dans ta tête, tu te dis, je veux pas le faire parce que le regard des autres. Mais c'est qui le regard des autres? C'est quoi le regard des autres? Est-ce que tu peux m'asseoir et me donner le nom, le prénom, l'âge et la situation géographique de ces autres-là? Non. Pourquoi? Parce que les autres, c'est ton imagination, c'est le théâtre que tu t'es créé dans ta tête. C'est-à-dire que les autres, en fait, c'est une construction de tes esprits. Les autres n'existent pas parce que les autres sont beaucoup trop occupés à se concentrer sur leur propre vie. Ils n'ont pas ton temps, alors n'aie pas le leur aussi. Et pour moi, c'est hyper important, quoi, l'épanouissement de soi. Et dans Génération Déclassée, c'est vraiment la valeur que je prône. Trouve ta mission de vie, épanouis-toi. Parce que pour moi, il n'y a rien de plus frustrant dans ce monde que de ne pas s'accomplir. C'est clair. Franchement, ce regret-là, pour moi, c'est le pire des regrets qu'on puisse avoir. Bien sûr, ça c'est clair. C'est clair. Du coup, je vais arriver à une question qui est Internet. Internet. Qu'est-ce que ça m'évoque? Ouais. Ma vie. Ma vie. Ouais, parce que Internet a beaucoup apporté à ma vie. Et c'est sur Internet que je m'épanouis. Bon, je m'épanouis aussi dans la vraie vie, hein, rassurez-vous, beaucoup. Mais ça m'a beaucoup apporté en savoir, en rencontre. Tous mes mentors, je les ai rencontrés sur les réseaux sociaux. La personne qui m'a donné envie d'entreprendre, elle était sur les réseaux sociaux. J'ai fait de fabuleuses rencontres avec Internet. Vous avez la possibilité de m'entendre grâce à Internet. Je veux dire, Internet, c'est un outil fabuleux. Les gens, ils adorent cracher sur Internet en disant, ouais, Internet c'est malsain, Internet ça complexe, mais ça dépend de qui tu regardes sur Internet. Et qui tu es, parce que de la façon dont tu interprètes les choses, parce que quelque part en fait, moi je dis, c'est simple de savoir si Internet ça te pollue ou pas. Il faut juste regarder ton feed. Qui est-ce que tu suis? Ça va te parler. Exactement. Si tu regardes ton YouTube, qui est-ce que tu suis? Dès que tu mets ton accueil, parce que l'algorithme il marche tellement bien, il te met ce que tu aimes. Donc si tu n'aimes pas quelque chose qui est bien, ce sera devant toi tous les jours. Donc il faut vraiment avoir ce recul là de se dire la vérité, d'être transparent envers soi-même et te dire, est-ce que moi, ce n'est pas ce que je regarde qui n'est pas bien, plutôt que de me dire que c'est Internet qui n'est pas bien. C'est moi qui ne regarde pas des choses qui sont bien. Il y a d'autres choses, il y a un autre monde dans Internet. Moi j'ai découvert tellement de choses, tu te rends compte, mais c'est incroyable, c'est que les gens font des coups de 1 heure sur des sujets où ils vont en profondeur, tu dis waouh, il a donné ça gratuitement comme ça. Moi, le savoir que j'ai appris grâce à Internet, c'est waouh. Il y a beaucoup de choses que je n'aurais jamais fait sans Internet, juste parce que je n'aurais pas su. Et ça revient à ce que je disais au début de l'interview, tu sais, quand je te disais, bah, quand tu es avec les riches, tu te rends compte qu'il y a des choses qui font que toi tu fais pas, et donc ça te permet un peu de rattraper le niveau. Internet, Internet c'est vraiment la même chose, quoi. Tu dis, purée, il y a des gens qui font ça. Non, il y a ça, ce sujet-là. Je sais pas, moi, il y a des sujets que j'ai découverts dont je n'avais absolument pas connaissance. Tout ce qui est mindset, développement personnel, si c'est pas Internet, comment j'aurais su? Même en ce moment, je suis dans des délires de l'épigénétique, de la généalogie, du transgénérationnel, des sujets là. En fait, c'est-à-dire qu'est-ce que tes ancêtres t'ont transmis, quels sont les traumatismes qui sont en toi, qui viennent de ta lignée, etc. Non mais attends, si c'est pas Internet, à quel moment je vais commencer à me questionner sur qu'est-ce qu'ont fait mes ancêtres? Quels traumatismes m'ont-ils légué? Quels traumatismes ont-ils légué à mes parents qui sont encore ancrés en moi? Non mais ça c'est pas Internet, c'est qui? Non, Internet c'est toute ma vie. C'est clair. Mais du coup, quand on parle de Internet, je me rends compte que je ne t'ai pas posé une question. C'est quel avenir tu penses que les talents africains qui sont sur le digital ont? Comment tu vois ce côté-là africain? Parce que moi j'ai l'impression qu'on est à la genèse de tout en Afrique. Internet en fait partie. Parce que pour le moment, on voit que les gens qui sont là pour faire du papatouillage sur Internet. Et quand tu fouilles bien, tu trouves des pépites là-bas, tu dis waouh, le futur sera brillant. Tu vois. Comment tu vois ça? Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir de leurs conditions grâce à Internet. Parce que, en tout cas, au niveau de l'entrepreneuriat digital, la vente de formation, les prestations de services qui peuvent se faire en distanciel, etc., c'est une aubaine. C'est une aubaine en termes d'emploi.
Moi, je sais que là, récemment, j'ai discuté avec un copywriter qui est basé au Rwanda. Ben écoute, lui, il n'a pas besoin d'être à Paris pour pouvoir... Il t'écrit des textes, son travail, c'est d'écrire. Bah, depuis sa position, il price en euros, en dollars. Alors qu'il vit dans un... bon, pardon, j'ai oublié c'est quoi la monnaie. Non, au Rwanda, c'est le franc rwandais. Bah voilà, il vit dans un pays où la monnaie, c'est le franc rwandais. Et lui, il price en euros et en dollars à des gens qui vivent en Occident. Mais tu te mets super bien. Donc ça va être génial. Les gens vont pouvoir vendre leurs compétences à l'Occident, mais c'est génial. Et en plus, l'Afrique coûte toujours moins cher en main-d'œuvre pour nous, les entrepreneurs, que l'Occident. Donc, ça veut dire que toutes les fonctions qui peuvent être décentralisées, mais c'est une aubaine, quoi. Et pour les gens qui sont en Europe, parce qu'ils vont se dire, ok, ils coûtent moins cher. Et pour eux, parce que dans tous les cas, ça leur fait énormément d'argent par rapport à la monnaie du pays dans lequel ils vivent. Bien sûr, je suis d'accord. Donc, non, ce n'est qu'une question de temps. C'est clair, c'est clair. Bon, on voit la chose de la même façon, ça va. Les rêves, c'est le dernier terme. Comment tu vois les rêves? Qu'est-ce que ça t'évoque? Est-ce que Erin, quand elle était enfant, elle rêvait beaucoup? Ouais, moi je vis dans ma tête, hein. Mais vraiment, je vis dans ma tête. Mais c'est pas bien là, j'essaye de plus me détacher et tout, mais je vis vraiment dans ma tête. Mais surtout pour moi, les rêves, ils t'apportent des signes, ils te donnent des messages, ils te donnent des directives. Parce que tu ne vas jamais rêver de quelque chose que tu ne veux pas. Tes rêves sont la réponse même de l'orientation que tu dois prendre dans ta vie. Et les rêves que tu fais la nuit sont bourrés de significations, de signes et de symboliques pour t'orienter et te guider dans ta vie. Donc pour moi, les rêves, c'est très important parce qu'ils nous guident réellement. Ce que tu dis là est tellement profond. Les rêves te guident réellement. Mais tu sais, il y a beaucoup de gens, quand ils rêvent, ils se disent, est-ce que c'est pour moi? Tu vois, est-ce que c'est fait pour moi, tu vois? Est-ce que j'ai envie aussi, mais est-ce que c'est vraiment fait pour moi? Il y a beaucoup de gens qui se posent cette question. Est-ce que c'est fait pour moi? Comment tu sais que c'est fait pour toi? Parce que si c'était pas fait pour toi, ça ne viendrait pas dans ton esprit. Vous pensez que moi, je m'assois pour rêver de devenir un expert comptable? Absolument pas. C'est clair, c'est clair. Est-ce que moi, je m'assois pour rêver d'une carrière de chirurgienne neurologue? Absolument pas. Ce n'est pas pour moi, ça peut même pas me traverser l'esprit. En rêve éveillé en rêve éveillé ou en rêve nocturne, tu ne rêves que de ce que tu es capable de créer. Tu sais, j'ai une de mes clientes qui m'a dit un jour une phrase qui m'a marquée. Elle m'a dit qu'elle pense que Dieu ne peut pas mettre dans ta tête une idée que tu ne peux pas réaliser. C'est clair, c'est clair. Aussi simple que ça. Il faut vraiment se donner les moyens d'aller au bout de ce que tu as rêvé. Et je pense que là, beaucoup de gens bloquent sur le fait de... Dès qu'ils font le premier pas et que c'est compliqué, ils se disent, peut-être c'est pas fait pour moi. Mais en fait, non. Ça ne veut rien dire. Non, il y a des obstacles dans tout. Ça, c'est indéniable. Ça, on n'a pas parlé, effectivement. Il y a des obstacles dans tout. Mais du coup, j'avais une question pour toi. Comment tes parents te voient aujourd'hui? Alors, parce qu'on dit, toi, tu dis, tu fais tout ça, mais les parents, comment ils sont dans les têtes? Moi, j'imagine mes parents à la place de tes parents, mais ils seraient pouf. Bah, aussi fou que ça puisse paraître. Oui. Ils n'ont pas de réaction particulière. Ok. Je ne les étonne pas. Parce que pour eux, je suis une norme. Je suis leur norme. D'accord. Tu vois? C'est ce qu'ils connaissent. Oui, c'est oui, leur représentation d'un... Voilà, c'est leur représentation d'un enfant. Donc peut-être que c'est plus quand ils voient des enfants qui font pas pareil qu'ils commencent à se dire est-ce que c'est mon enfant qui est bizarre ou est-ce que c'est le leur qui est bizarre? Tu vois ce que je veux dire? Mais pour eux, je suis une norme et je suis un truc normal. Voilà, c'est comme ça que ça doit se passer. Il a toujours été comme ça. Voilà, donc il n'y a rien de surprenant, il n'y a rien qui les étonne. Maintenant, je sais qu'ils sont quand même super fiers. Ok. Des fois, je les attrape au téléphone, là, ils font mes éloges un peu. Ils vont pas te les faire en face, mais tu les entends, hein. Et oui, Rune, ça va, elle est à son bureau, là. Venez me dire ça en face. mais vraiment, non, ouais, je sais qu'ils sont fiers. Ça, c'est sûr, ils sont fiers, mais ça les surprend pas. Mais ils ont confiance en moi. Ils ne font aucun souci pour moi, quoi. Du coup, la fille pauvre qui a grandi dans les quartiers aisés, elle a ses bureaux dans les quartiers aisés. Parce qu'on l'a pas dit là. On est dans l'un des quartiers les plus chics de Paris, quand même. De l'Île-de-France, tu vois. Ouais. Ça te dit quoi? Pourquoi tu as choisi ce lieu? Parce que c'est à côté de chez moi. Aussi simple que ça. Donc, comme tu fais tes choses. Bah oui, j'habite dans la zone. J'ai pris un bureau dans la zone. Okay. Bon, c'est dans ces moments-là aussi que j'aimerais peut-être parfois habiter ailleurs, parce que ça aurait été les loyers beaucoup moins chers, hein. Ça, disons-nous les choses clairement.
Mais ouais, non, c'est vraiment pour ça. C'était pas une volonté particulière, genre de dire que, ah, ok, j'ai mes bureaux dans les Hauts-de-Seine et tout. Non, c'est pas ça. Mais c'est parce que pour des questions de déplacement géographique et tout, c'était plus pratique d'être à côté. Pour toi de... Donc c'est vraiment ça. Non, Mais tu sais, c'est les gens qui me font ressentir que c'est prestigieux d'être là. Enfin, moi, j'ai grandi dans les Hauts-de-Seine, tu vois. J'étais à Courbevoie, j'étais à Neuilly, tout ça. Enfin, j'étais à Neuilly, j'ai jamais vécu à Neuilly, mais je suis née là-bas et tout. Mais c'est des zones que je connais bien parce que t'as les amis qui vivent là-bas et tout. Et ça fait que pour moi, ça a perdu ce prestige, tu vois, c'est ma norme. Mais c'est quand les gens ils disent, ah ouais, t'as tes bureaux ici et tout. Je suis en mode, ah ouais, genre, pour les gens, c'est vraiment un truc de ouf, oui, quoi. moi, quand j'étais en bas, là, ça m'a rappelé quand je passais mes entretiens, quand je venais de finir mon école d'ingénieur. Ah ouais? C'était comme ça, t'arrives en bas, tu t'annonces, et... Ouais, par contre, l'immeuble, il est cool. Ah, ça, j'adore. Ouais. J'adore quand les gens, ils rentrent à l'accueil, qu'on m'appelle pour dire de venir chercher les gens, ça j'aime bien. Ça, j'avoue, j'aime bien. Et ça fait toujours l'effet waouh, les gens, ils se disent, ah oui, et tout, jusqu'à on se fait accueillir par la secrétaire. Mais Erin, du coup, quels sont tes challenges, toi, aujourd'hui? Tu vois, tu pousses la barre, mais quels sont tes challenges? Aujourd'hui, qu'est-ce que tu rencontres dans ton quotidien qui est challengeant? Parce que j'ai compris que tu es quelqu'un qui a soif de challenge. Et c'est pour ça que tu te dis, je vais commencer à me focuser un peu parce que j'ai besoin de ça. Ça me drive beaucoup, ça me donne de l'adrénaline d'aller beaucoup plus loin. Qu'est-ce qui te challenge aujourd'hui? Aujourd'hui, j'essaie vraiment d'apprendre à lâcher prise. Ok. Voilà. Je suis quelqu'un de très mental. Je suis tout avec la tête. J'ai beaucoup travaillé. Non, parce que sincèrement, on est là, on s'amuse et tout, mais j'ai vraiment beaucoup travaillé. Travaillé jusqu'à être au bord de l'épuisement. Donc, pour mon entreprise, j'ai donné, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, je suis plutôt dans une logique d'attirer à moi tout ce que je mérite. Et dans une logique de la loi du moindre effort. J'ai pas envie de travailler, je travaille pas. En fait, je suis plus dans cette idée de tu dors plus, tu fais jusqu'à pas d'heure et tout. Là, je suis vraiment en mode on lâche prise et on laisse la vie faire le job. Okay. C'est vraiment ça. Et ça, c'est mon plus gros challenge parce que je suis quelqu'un, je suis assez contrôlante. C'est-à-dire que j'ai ce besoin de tout contrôler, tout cadrer, que tout se passe comme j'ai décidé que ça devait se passer. Et sauf que lâcher prise, voilà, la vie n'est pas faite comme ça déjà. Et quand tu lâches prise, bah, ça veut dire que tu admets que tout n'est pas dans ta main et qu'il y a une part de mystère et qu'il faut laisser les choses se passer et que tu peux pas tout planifier, etc. Donc en vrai, tu me demandes qu'est-ce que je vais faire demain, j'en sais rien. Tu me demandes où est-ce que je serai dans 2 mois, j'en sais rien. Parce que je peux me lever un matin et me dire que je pars à Venise. Mais juste comme ça, parce que j'ai envie de partir. Ma vie n'a plus aucun sens. Franchement, je vis au gré de mes humeurs, au gré de mes envies. Mais je kiffe. Je kiffe. Des fois, je suis là, je marche, je me dis j'ai envie d'aller au restaurant. Je me lève, je m'assois au restaurant. Non, mais c'est-à-dire, j'ai vraiment compris que la vie est une expérience et qu'on est là pour s'amuser, en fait. C'est clair. Mais vraiment, hein, les gens prennent trop la vie au sérieux. Mais on est là pour kiffer. Et expérimenter des choses. Exactement. On est là pour expérimenter, pour regarder, kiffer. Donc, cette vie de souffrance, de douleur, on acquiert tout dans la difficulté, non. Je vais tout acquérir dans le moindre effort, sans douleur et dans la paix la plus profonde. J'ai une question pour toi. Si quelqu'un me suit aujourd'hui et la personne se dit, écoute, je l'écoute, elle est pétillante, j'aimerais faire comme elle. Est-ce que tu as un guide pour quelqu'un? Qu'est-ce que tu dirais à la personne? Est-ce qu'il y a un guide? Comment devenir Erin? Comment devenir Erin? Tu vois? Je lui répondrais, ne fais pas comme moi, fais comme toi. Fais comme toi. Fais comme toi, trouve-toi, approfondis ta connaissance de toi. J'en apprends tous les jours sur moi. Je suis fascinée par le fait que jusqu'à notre dernier souffle, on ne se connaîtra pas encore assez. C'est clair, c'est un truc de fou. C'est incroyable. Tu sais, récemment, mais en fait, c'est un truc que j'aime pas dire. Parce que j'ai pas envie que les gens ils prennent ça comme un justificatif à tout ce que je fais. Parce que pour moi, c'est pas un justificatif et on n'a pas besoin d'avoir ça pour faire ce que je fais. Mais récemment, j'ai découvert que j'étais peut-être surdouée, en fait. Alors, je te dis que j'aime pas le dire parce que j'ai pas envie que les gens se disent mais non, mais elle est surdouée, c'est normal, c'est ça. Moi, je suis pas surdouée. Tu la passe, là. Voilà, voilà. C'est faux. Je n'avais pas 18 de moyenne à l'école, j'avais 11, 12, etc. D'accord. Bon, après, la douance n'a rien à voir avec les moyennes, etc. Mais pendant longtemps, on pensait que c'était ça, mais ça. Ouais, pas ça. Mais ça n'a rien à voir. Et ouais, c'est vrai que j'ai repéré ça. Enfin, on me l'a fait remarquer, donc j'ai commencé à me pencher sur le sujet.
Et en fait, bah, ça m'a permis de comprendre beaucoup de mes comportements, surtout que j'ai découvert que j'avais donc, éventuellement un haut potentiel intellectuel, mais de source sûre, un haut potentiel émotionnel. Okay. Donc c'est vrai que j'ai quand même une bonne lecture des émotions des gens, mais les miennes aussi sont très exacerbées. C'est-à-dire que j'ai l'impression que je ressens tout fois 1000. Par exemple, j'ai beaucoup de problèmes d'oreilles, mes oreilles qui se bouchent, etc. en fonction de ce que j'entends. Même si j'entends quelque chose qui ne me plaît pas, mes oreilles se bouchent. Donc c'est assez incroyable. Et je suis allée voir un ORL et il me dit, en fait, vous entendez trop bien. Et donc je comprends que tout est amplifié en fait au niveau de mes sens, etc. Okay. Et je sais même plus pourquoi je t'ai raconté ça. Vous savez, moi, oh, il se passe trop de trucs dans ma tête. En fait, j'ai envie de dire tellement de choses. Mais en gros, j'apprends tous les jours à me connaître et c'est ça qui fait que je suis moi et que j'arrive à être moi. Et si tu veux apprendre à devenir moi, ben tu ne peux pas. Parce que on n'a pas la même génétique, on n'a pas la même épigénétique, on n'a pas le même code génétique, on n'a pas les mêmes expériences de vie, on n'a pas les mêmes parents, tout ça. Donc on peut pas en fait. Mais la personne, tu comprends la question qui est derrière, c'est j'ai envie de faire comme elle. J'ai aussi envie de créer mon entreprise. J'ai aussi... Ce qu'elle raconte, c'est ce que je vis. Je vis ce truc, cette frustration d'aller au boulot tous les jours. J'ai envie de faire quelque chose qui me plaît. Comment est-ce que je dépasse ça? Tu vois, c'est ça en fait. Moi, je vois souvent les gens poser des questions sur Internet, ils sont en mode de si tu devais recommencer de zéro, tu ferais quoi? En vrai, la question qui est derrière, c'est comment tu me conseilles, moi qui suis débutante à ça, comment je fais? Apprends à dire non. Voilà. Aussi simple que ça. Oui. Non, je ne veux pas faire ces études-là. Non, je ne veux pas travailler dans ces conditions-là. Non. Je refuse d'être dans ce genre de lieu. Apprends à dire non pour ta vie, pour toi-même, pour tes situations de vie, pour ton travail, etc. Je suis la reine du non. Si vous demandez à mes parents, ils sont dépassés. J'ai une capacité à dire non qui est assez incroyable. Surtout pour une enfant qui vient d'une famille africaine. C'est clair. Mais ouais, mais je dis non. Alors, non, ça a son lot d'avantages et d'inconvénients. Parce que ça t'avantage toi, mais après tu passes pour la méchante. Mais tu as la paix. Tu as la paix, tu es bien, tu es à l'aise. Et pour moi, c'est très important. C'est comme ça aussi que tu arrêtes d'être esclave de ta vie, hein, à partir du moment où tu dis stop. Où tu dis stop. Et c'est vraiment ça. À partir du moment où tu te dis, hey, ce travail, j'en peux plus, je me barre. Hey, ces études, c'est pas fait pour moi, j'arrête. Moi-même, j'ai changé d'études. Bah, tu sors de l'auto-esclavagisme. De la condition que toi-même, tu t'es donnée. Exactement. C'est clair, c'est clair. Et ma dernière question, Erin, c'est comment tu te sens toi-même en tant qu'entrepreneur? Comment tu vis au jour le jour en tant qu'entrepreneur? Parce qu'il y a quelque chose, quand on est entrepreneur, quelque part on est un peu seul dans sa tête. Parce que tu as plein d'idées, tu as plein de choses que tu veux expérimenter. Tu dois donner la direction, tu es au début de ton entreprise. Comment tu te sens? Comment tu vis cette solitude d'entrepreneur? En fait, il y a un côté où personne ne va comprendre ça pour toi. Tu dois aller chercher des réponses. Comment tu vis ça? Moi, je suis pas seule. Hein. Vous êtes nombreux. Non, c'est pas ce que j'allais dire. Mais oui, je pense qu'on est nombreux dans ma tête. Mais je ne suis pas seule. Je pense que déjà, il y a des êtres qui dépassent le monde physique qui sont derrière toi pour t'accompagner dans ta vie. Donc déjà, rien que ça, en tant qu'être humain, tu n'es pas seul. Mais au-delà de ça, j'ai quand même un bon entourage. J'ai attiré un bon entourage. Parce que c'est pas pareil. Et parce que, en fait, en fonction de finalement qui tu es, ce que tu véhicules et ce que tu renvoies, bah, tu attires des gens qui sont dans la même veine que toi. Exactement. Et j'ai beaucoup de mentors. Et être jeune, ça a été un avantage pour moi. Ça fait que tu vois, j'ai un peu ce côté, oh, c'est notre chouchou, c'est notre petit bébé. Tu vois, il y a ce côté-là où tout de suite, les entrepreneurs qui sont plus âgés que toi, ils ont envie, quand ils aiment ta gamme, de te materner, entre guillemets. Et donc, ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup aidé. Et j'apprends énormément d'eux, tous les jours. Tu sais, là, je parle beaucoup, hein. Mais quand je suis assise à côté de mes grands frères, mes grandes sœurs, moi, je parle pas, hein. J'écoute. J'écoute, je prends des notes. Il faut connaître sa place dans la vie. Ça, c'est pas, ici, c'est pas ma place pour parler. Je m'assois, je note. Mais genre, on s'appelle au téléphone pour des discours basiques, hein, comme t'appelles tes potes. Mais
moi je suis là, j'ai mon papier, mon stylo, j'écris tout. Et des fois ils font, attends, tu notes? Je dis, bah oui. Attends, tu m'envoies du savoir et de la sagesse comme ça et puis je vais pas noter, je note. Donc non, je me sens pas du tout seule, je me sens bien entourée. Dès le départ, en fait, j'ai jamais vraiment été seule parce que je me suis vite alliée avec les jeunes entrepreneurs de mon âge. Donc on a grandi ensemble, on a évolué ensemble. Puis après, on a découvert d'autres entrepreneurs. Après, j'allais aux événements de networking. Enfin, j'ai fait plein de choses pour rencontrer des gens. En fait, c'est ça. En fait, il faut aussi bouger de là où on est. Ah oui, non, mais clairement, tu peux pas... Parce qu'on s'est rencontrés plusieurs fois à des formations, tu vois. Je me dis à des conférences, c'est ça, en fait. Il faut sortir de sa zone et aller se former quand même parce que... tu vas pas acquérir de l'information si tu restes chez toi. Hein. Ça, ah non, ça, c'est vrai. Par exemple, tu vois, ce samedi, mais ce sera déjà passé dans la vidéo sortie, mais j'organise un événement de networking, je le fais une fois par an. C'est un dîner, une fois dans l'année. Mais le but, c'est de permettre aux gens de se rencontrer, de networker, etc. Là, j'ai fait venir Steve Ongponou, et puis mon ancien patron, qui est un mec balèze, mais un homme de l'ombre, tu vois, que personne ne connaît sur les réseaux ou quoi. Et en fait, c'est pour donner l'opportunité aux gens qui me suivent de rencontrer les gens que moi j'ai dans mon réseau, mais des gens que j'ai pas rencontrés en restant assis chez moi. Ma simple présence sur les réseaux sociaux en ligne m'a permis de susciter l'intérêt de beaucoup. Après, moi, je suis pas quelqu'un qui va trop vers les gens. Je suis plutôt quelqu'un qui attire les gens parce que comme ma personnalité intrigue, naturellement, les gens viennent vers moi pour dire par exemple, toi, tu m'as dit, est-ce qu'on peut faire une interview? Mais c'est comme ça que ça se passe pour beaucoup de mes relations. Même en amitié, c'est des gens qui sont venus vers moi parce qu'ils ont vu sur les réseaux. Ou sinon, moi, j'allais aux événements de networking. Maintenant, c'est un truc que je suis un peu moins, mais je me forme beaucoup aussi. Parce que, et tout ça, ça vient pas comme ça. Hein, je me suis formée. Ça, c'est les gens ne veulent pas former. Non, mais et j'ai dépensé en formation. Je me suis formée, j'ai fait beaucoup de formations, des formations parfois à un petit millier d'euros. Donc, c'est pour te dire que non. Et après, tu rencontres des gens. Quoi. Cool, le cours. J'en profite quand tu vas pas là. J'organise un workshop sur Paris en fin avril. J'aimerais inviter beaucoup d'entrepreneurs en tout cas, selon les conditions. On verra dans ton agenda si tu es disponible et peut-être que. Il n'y a pas de souci. Franchement, si je suis dispo, il n'y a pas de souci. Super. Donc, Erin peut être là. Donc, ça, c'est super. Erin, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi. J'ai fini avec les questions. Merci beaucoup pour ton temps. C'était vraiment enrichissant. Même moi, j'ai appris beaucoup là. Ce que j'en retiens, c'est que si on veut se former, si on veut travailler notre image, il faut venir vers toi. Du coup, exactement. Si on veut être à l'aise aussi à prendre la parole en public, il faut venir chez Comment Oratoire. Regardez le logo ici. Mais du coup, en fait, tu as un site internet, il y a tout. Il y a le site internet, donc vous pouvez me retrouver sur www.koneerin.com ou www.koumanartoratoire.com. Et sinon, sur mes réseaux sociaux, Instagram, kone.erin. Après, il y a tous les Insta des entreprises, mais même si vous tapez moi-même mon propre prénom, vous allez sur LinkedIn, sur Instagram, elle dépote surtout sur LinkedIn. En ce moment, elle est chaude en ce moment. Et YouTube surtout. Là, en ce moment, YouTube. T'es reparti. On a passé les 31 000 abonnés. Ah, super. Et non, franchement, vous pouvez me trouver partout. C'est pour ça que quand on me demande, tu sais, moi, je suis pas la personne qui a un seul réseau social où je te dis pas juste sur mon Insta et tout. Je suis partout, donc cherchez-moi. Donc tu vas me trouver. Tapez juste mon nom, vous allez trouver. C'est bien, super. Merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir, Ariel.